La Virginie-Occidentale. Le seul État américain né d'un référendum. Une région de montagne, de petites villes pittoresques et de gorges spectaculaires. C'est aussi un lieu de conflits historiques. Des abolitionnistes se sont battus ici pour imposer leurs idées. Et des souvenirs de bataille déchaînent encore les passions aujourd'hui. En Virginie-Occidentale, un trésor enfoui dans les montagnes est extrait par les hommes depuis 150 ans, quitte à modifier radicalement le paysage. Mais certains sont prêts à tout pour protéger leur terre familiale. Dans cette région de l'Est des États-Unis, 3 grandes chaînes de montagnes se rejoignent. Et les vallées réservent toutes des surprises, comme un hôtel de luxe qui a dissimulé un secret d'État pendant des années, une structure futuriste où des astronomes découvrent comment l'univers s'est formé, ou encore un palais surnommé le Taj Mahal américain. Les amateurs d'escalade et de descente dans les rapides peuvent profiter de ces paysages montagneux, car la Virginie-Occidentale est aussi un état de sensations fortes. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, des soldats d'élite d'une division de montagne de l'armée américaine arrivent en Virginie-Occidentale. Ils cherchent un terrain d'entraînement pour préparer leur déploiement dans les montagnes du nord de l'Italie. Ils choisissent l'un des paysages les plus emblématiques de l'État, des pics qui se dressent à 275 mètres au-dessus de la vallée, appelés Seneca Rocks. Pendant plus d'1 an, les soldats se mesurent à ces parois. Ils apprennent à étouffer le bruit de leurs piolets et à travailler en équipe en ne communiquant que par gestes. Certains mettront cet apprentissage en pratique sur les falaises de Normandie lors du débarquement en 1944. Les nombreux pitons en métal qu'ils ont plantés dans les parois sont toujours là aujourd'hui. Mais pour les voir, il faut faire quelques acrobaties. Des milliers de grimpeurs défient chaque année les lois de la pesanteur. Depuis 1971, 15 personnes y ont laissé la vie. Tous ces passionnés d'escalade incarnent la devise de l'État « Les montagnards sont toujours libres ». Ces pics portent le nom des Sénéca, une tribu amérindienne qui chassait sur ces terres avant l'arrivée des colons européens. Si les reliefs de Virginie-Occidentale sont si différents, c'est parce que 3 chaînes de montagnes s'y rejoignent, celles des monts Allegheny, des Appalaches et des montagnes Blue Ridge. Des petits villages pittoresques se dressent çà et là en altitude. Comme celui de Green Bank. Au premier abord, ce village de 143 âmes ressemble à beaucoup d'autres. Une route principale, quelques maisons et des arbres. Mais quand les enfants rentrent chez eux après l'école, ils ne peuvent pas surfer sur Internet ni envoyer des SMS à leurs amis. Car à Green Bank, les nouvelles technologies sont très restreintes en raison d'une étrange parabole qui domine le village. Il s'agit du télescope Robert C. Byrd Green Bank.
Il pèse 7700 tonnes et pivote sur commande. C'est le plus grand radiotélescope orientable au monde. Il appartient à l'Observatoire national de radioastronomie. Ce télescope géant reproduit des images de l'espace grâce à des ondes radio provenant de galaxies distantes. Ces ondes aident les chercheurs à mieux comprendre la formation des étoiles et de l'univers. Le site de Green Bank a été choisi car les monts Allegheny font office de bouclier. Ils empêchent une partie des ondes terrestres provenant des antennes et des tours de radio-télévision de créer des interférences. Et pour être sûr qu'aucun signal parasite ne franchisse les montagnes, la Commission fédérale des communications a délimité une zone de silence radio d'environ 33 000 km² autour de Green Bank. Au XVIIIe siècle, ce sont les colons qui se feraient un chemin par les rivières à travers ces montagnes. Mais ils se heurtent aux tribus amérindiennes qui vivent ici depuis des centaines d'années. Pour se protéger, les colons construisent plusieurs forts sur leur route. Une réplique du fort Prickett de 1774 se tient sur le même site que l'original. À l'époque, il peut accueillir 80 familles derrière ses remparts en bois de près de 4 mètres de haut. Certaines restent ici des semaines sous la protection de la milice locale avant de repartir en quête de terres à cultiver. Aujourd'hui, Fort Prickett est un musée où des acteurs reproduisent le mode de vie des colons d'il y a 3 siècles. Mais plus les pionniers s'enfoncent en Virginie occidentale, plus les relations avec les Amérindiens se tendent. Elles se soldent même par une guerre ouverte et une série d'événements tragiques. L'un d'eux se déroule ici, à Point Pleasant, le long de la frontière avec l'Ohio, là où les rivières Ohio et Kanawha se rencontrent. Avant que le chemin de fer ne traverse ces grandes plaines, cette région est une terre sans foi ni loi. Les colons et les tribus amérindiennes, notamment celles des Shawnee, s'affrontent régulièrement. Des horreurs, comme des enlèvements et des meurtres, sont commises dans les deux camps. En 1773, les hostilités atteignent leur paroxysme. L'année suivante, le gouverneur de Virginie envoie 2 armées de 2500 hommes combattre les Amérindiens menés par Cornstalk, un chef de la tribu Shawnee. Quand la première armée arrive à Point Pleasant, elle se retrouve prise dans une embuscade par 1200 guerriers. Beaucoup d'Amérindiens sont tués et se retirent sur l'autre rive, en Ohio. Les Shawnee et les autres tribus sont rapidement contraints de céder toutes leurs terres au sud de la rivière Ohio. Aujourd'hui, un obélisque se dresse sur le site de la bataille. Il symbolise non seulement la victoire de l'armée, mais l'acquisition de nouvelles terres par les colons. Malgré sa défaite, le chef Cornstalk continue à faire parler de lui. 3 ans plus tard, il revient sur les lieux avec cette fois des ambitions pacifiques. En 1777, il se rend à Fort Randolph pour prévenir les Américains que certains membres de sa tribu se sont ralliés aux Britanniques. Une reconstitution de l'événement a lieu chaque année au mois de mai. Le chef Cornstalk pénètre en ami dans l'enceinte du fort. Mais il est immédiatement pris en otage par le commandant qui a décidé de n'épargner aucun Shawnee. Non loin de là, un soldat est abattu. Un groupe, en quête de vengeance,
fait alors irruption dans la cabane où le chef Cornstalk est retenu prisonnier. Il est assassiné de la main des colons qu'il était venu protéger. Un an plus tard, en mai 1778, des centaines de Shawnee, accompagnés d'autres tribus, assiègent le fort pour venger leur chef. La bataille dure moins d'une semaine et se solde par la victoire des troupes américaines. Mais beaucoup croient que le chef Cornstalk a eu le dernier mot, même 6 pieds sous terre. Peu avant de mourir, il aurait jeté un sort à toute la région. Et sa malédiction aurait entraîné une série d'événements inexpliqués. Entre 1966 et 1967, plusieurs personnes voient de mystérieuses apparitions. Elles déclarent avoir aperçu un géant avec des ailes de 3 mètres et des yeux rouge sang. Il est surnommé Mothman, l'homme papillon. La légende devient populaire avec le livre La prophétie des ombres et le film avec Richard Gere dans le rôle principal. Le film s'inspire de faits réels. Le 15 décembre 1967, le pont de Silver Bridge s'effondre au-dessus de la rivière Ohio, en pleine heure de pointe. 31 véhicules sont précipités dans la rivière, 46 personnes sont tuées. L'enquête conclut à la défaillance du système de suspension du pont. Mais certains accusent la malédiction du chef Cornstalk. À l'arrivée des premiers colons, les Amérindiens peuplent déjà la Virginie occidentale depuis des centaines d'années. Des traces de civilisations plus anciennes encore ont été découvertes, comme ce monticule géant à Moundsville. Vers l'an 200 avant notre ère, le peuple Adena aurait vécu ici, dans la vallée de la rivière Kanawha. Ce monticule serait une sépulture. Il est constitué de 60 000 tonnes de terre. Il fait partie des plus importants vestiges laissés par les Adena. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des chambres funéraires, des bijoux en cuivre, des perles et des ossements. Ils ignorent pourquoi les Adena ont construit un monticule de cette taille à cet emplacement. Mais certains pensionnaires de Moundsville ont eu tout le loisir de réfléchir à la question. Ce bâtiment est l'ancien pénitencier d'État de Virginie occidentale. Quand il était encore en activité, plusieurs cellules donnaient sur le monticule. Le pénitencier est construit en 1876 par des condamnés aux travaux forcés. Très vite, il devient l'un des plus violents du pays. Les cellules sont minuscules, moins d'1,50 m par 2 mètres, et souvent partagées par 2 ou 3 prisonniers. Pendant ses 120 ans d'existence, l'établissement est le théâtre de 36 homicides, en plus d'une évasion et d'une mutinerie spectaculaire. Il ferme ses portes en 1995 et est transformé en centre de formation. Aujourd'hui, sa mauvaise réputation le poursuit, puisque le bâtiment serait hanté. Mais ici ou ailleurs, et même en prison, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Notamment quand on est la reine de la décoration d'intérieur. En 2004, la femme d'affaires Martha Stewart est condamnée à 5 mois ferme à la prison fédérale d'Alderson. Quand l'établissement ouvre ses portes en 1927, c'est le premier réservé aux femmes. Après son passage, les médias surnomment cette prison de faible sécurité Camp Cupcake.
Le magazine Forbes la classe parmi les 10 pénitenciers les plus confortables du pays. Avec ses bâtiments en briques rouges et ses vastes pelouses, il ressemble davantage à une université qu'à une prison. C'est également ici qu'était détenue Lynette Squeaky Fromme. En 1975, cette adepte de la secte de Charles Manson tente d'assassiner le président Gerald Ford. Elle est condamnée à la prison à vie, mais est libérée sous condition en 2009. Non loin de là se trouve un autre lieu célèbre en Virginie occidentale. Il a dissimulé un secret d'État pendant près de 50 ans. À White Sulphur Springs, l'hôtel Greenbrier Resort est l'un des bâtiments les plus anciens de la région. L'hôtel ouvre ses portes en 1858 et tout au long de son histoire voit défiler des clients prestigieux. Mais peu connaissent le secret qui se cache sous leurs pieds. Il est révélé par le Washington Post en 1992. À la fin des années 50, le gouvernement américain fait construire un immense bunker pour protéger les membres du Congrès et le président en cas d'attaque nucléaire. Le Greek Island Project est une véritable ville souterraine de plus de 10 000 mètres carrés, protégée par des portes blindées de 25 tonnes. Les entrées du bunker se voient encore du ciel. À l'époque, il abrite des chambres de décontamination, un studio de télévision, une clinique, des dortoirs et une salle de réunion pour permettre au président de diriger le pays en cas de guerre. Aujourd'hui, transformé en entrepôt documentaire, le bunker peut se visiter. Des sources d'eau sulfureuse, réputées pour leurs vertus curatives, alimentent la rivière Greenbrier. Elles font partie de l'immense réseau de cours d'eau de plusieurs milliers de kilomètres qui traversent l'État. La vallée de la rivière Shenandoah a été le théâtre de nombreux affrontements pendant la guerre de sécession. Mais la rivière New, qui traverse les Appalaches, est sans doute la plus connue des habitants de Virginie occidentale. C'est ici que se trouve le parc de New River Gorge National River et ses 295 km² de nature sauvage protégée. Contrairement à son nom qui signifie « nouvelle », la rivière New serait l'une des plus anciennes de la planète. De hautes falaises sculptées par l'eau il y a des millions d'années dominent la vallée et offrent une vue spectaculaire. Au XVIIIe siècle, les eaux de la New et de sa voisine la Gauley étaient trop dangereuses. Les pionniers ont dû longer les deux rivières à pied. Aujourd'hui, les amateurs de grands frissons descendent les rapides de la Gauley simplement pour le plaisir. C'est ici que se trouvent les Big Five, 5 rapides de catégorie 5 réservés aux fondus de rafting. Les canyons profonds et les rapides de ces deux rivières voisines ont longtemps représenté un obstacle pour les voyageurs en direction de l'ouest. Tout d'abord, pour ceux qui traversaient à pied, et plus tard, pour ceux qui se déplaçaient à cheval, en chariot et même en voiture. Mais tout change en 1977 grâce au New River Gorge Bridge. Ce pont en arc est une véritable prouesse architecturale. Sa portée principale de 518 mètres s'élève à 267 mètres au-dessus de la rivière. Pour construire le pont, les ingénieurs commencent par tendre des câbles pour acheminer les différentes sections sur des chariots roulants. L'ensemble n'est maintenu que par une immense arche métallique fixée aux parois des gorges.
Il faut 3 ans de travaux pour terminer ce pont routier, l'un des plus hauts d'Amérique du Nord. Les colons installés en Virginie occidentale ont su tirer profit de ces nombreuses rivières aux courants puissants. Ils y ont construit plus de 500 moulins à eau. Ils y produisaient de tout, de la farine à l'alimentation pour les bêtes. Il en reste très peu encore en activité, mais il ressemblait sans doute à celui-ci. Le moulin de Glade Creek est construit en 1976 en hommage au premier moulin de la région. Il fonctionne grâce à une roue à aubes géante. Ce musée permet de découvrir à quoi ressemblait la Virginie occidentale avant que l'industrie ne métamorphose le paysage et que des villes se construisent presque du jour au lendemain. Des villes comme Thurmond, au bord de la rivière New. Aujourd'hui, elle ne compte plus que 5 habitants. Mais au début du XXe siècle, grâce à d'importants gisements de charbon dans la région, les coffres de ces banques sont pleins. De riches directeurs miniers s'y promènent et les hôtels affichent complet. Comme dans l'Ouest américain, l'argent est la seule loi dans cette ville. On dit alors que la seule différence entre Thurmond et l'enfer est la rivière qui la traverse. Le seul moyen de transport est le train. Et c'est une ville sans rue. Les bâtiments donnent directement sur la voie ferrée. Aujourd'hui, des trains de marchandises traversent encore la ville. Au début du XXe siècle, l'avènement du chemin de fer est une véritable révolution dans le pays, mais peut-être encore plus dans les montagnes de Virginie occidentale. Poser des rails dans ces régions difficiles d'accès nécessite des machines et des ouvriers ultra performants. L'un d'eux devient une véritable légende locale. Dans les années 1870, la Chesapeake and Ohio Railroad entreprend de construire une nouvelle voie pour le transport du charbon dans les Appalaches. Mais elle doit traverser le mont Big Bend. 800 hommes sont engagés pour tailler une ouverture à la main dans les 1500 mètres de roche. Les particules de poussière qu'ils inhalent sont hautement toxiques, voire fatales pour beaucoup d'ouvriers. Pour accélérer le processus, la compagnie de chemin de fer commande une nouvelle machine, une foreuse à vapeur pour percer le tunnel. Mais son utilité, comparée aux équipes humaines, est remise en question. La légende raconte que John Henry, l'un des nombreux ouvriers afro-américains du chemin de fer, se mesure alors à la machine en perçant la roche à coups de marteau. Il aurait remporté le défi, mais serait mort d'épuisement à peine arrivé de l'autre côté. John Henry aurait vraiment existé et il fait désormais partie du folklore américain. Sa légende a inspiré de nombreuses chansons, notamment à Johnny Cash et Bruce Springsteen. Le super-héros Man of Steel, l'homme d'acier, ami de Superman, est également librement inspiré de John Henry. Aujourd'hui, le chemin de fer reste au cœur de l'économie de la Virginie occidentale. Les trains de marchandises transportent encore du charbon, comme au siècle dernier. Mais c'est une autre source d'énergie qui transforme aujourd'hui la région. Et cette fois, elle ne nécessite pas de traverser les montagnes, mais de les franchir. Construire un nouveau gazoduc dans un état aussi montagneux est un exploit logistique. Il faut négocier avec les propriétaires terriens, abattre des arbres, creuser des tranchées, poser des kilomètres de tuyaux et dissimuler le tout.
Les travaux peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros, mais l'investissement est particulièrement rentable. Car sous la Virginie occidentale se trouve l'une des plus importantes réserves de gaz de schiste au monde, le bassin de Marcellus. Ce gisement immense court sous l'État de New York, la Pennsylvanie, l'Ohio et presque l'intégralité de la Virginie occidentale. Une fois que les industriels ont localisé des gisements grâce à des puits test, ils construisent des plateformes de forage comme celle-ci. Puis ils injectent de l'eau, du sable et des additifs dans le sol pour fissurer la roche et libérer le gaz. Il est ensuite acheminé par le gazoduc. Ce processus très controversé est ce qu'on appelle la fracturation hydraulique. Le procédé permet d'exploiter des gisements inaccessibles autrement. Mais il entraîne une pollution des sources souterraines et par extension des rivières et cours d'eau à proximité. Depuis 10 ans, des centaines de puits sont apparus dans toute la Virginie occidentale. Comme le sous-sol est privé aux États-Unis, de nombreux propriétaires ont tiré profit de l'exploitation de leurs terrains par les firmes gazières. Ce bâtiment a été surnommé le Taj Mahal américain. Son vrai nom est New Vrindaban, d'après une ville sacrée en Inde. Ce palais héberge la plus importante communauté Hare Krishna des États-Unis. La secte est fondée en 1966 à New York et prend de l'ampleur avec l'émergence de la contre-culture. Ce temple extravagant dédié au fondateur de la secte ouvre en 1979. Il est construit par des bénévoles sur une ancienne décharge publique. Son dôme est tapissé de feuilles d'or de 22 carats. Ses sols et ses murs sont faits de douzaines de marbres différents provenant de 17 pays. New Vrindaban a toujours été un lieu de controverse. En 1991, le gourou de la secte est même condamné pour racket et complicité d'assassinat sur 2 membres de la communauté. Le palais a longtemps été ouvert au public. Mais aujourd'hui, la secte vit surtout du trésor enfoui sous ses pieds. Les dirigeants ont vendu les droits d'exploitation de 800 hectares de sous-sol pour plusieurs millions. L'argent est censé servir à la restauration du palais. Avant d'être connue pour ses monuments, la Virginie occidentale est surtout réputée pour ses paysages. Les chutes de Blackwater, les pics des Seneca Rocks, ainsi que les collines et vallons où vivent la majeure partie des habitants de l'État. Mais il y a 150 ans, tous ces trésors naturels appartenaient à un autre État, la Virginie. La Virginie occidentale n'était pas encore un État à part entière. Son histoire est intimement liée à la guerre de sécession, car un événement déclencheur s'est produit ici, à la frontière avec le Maryland. En octobre 1783, Thomas Jefferson se rend à Harper's Ferry, un poste de commerce à la confluence de la rivière Shenandoah et du fleuve Potomac. Il est saisi par la splendeur des paysages qui s'étendent à l'est. Mais ce décor paisible deviendra le théâtre d'un véritable carnage à la veille de la guerre. En 1794, le président George Washington choisit Harper's Ferry comme site de sa nouvelle armurerie. Elle fabriquera bientôt des armes et des munitions pour toute l'armée américaine. Washington sait que les courants des rivières sont assez puissants pour alimenter les moulins nécessaires à leur fabrication. Les vestiges de cette armurerie bordent encore la rivière, tout près de la petite ville historique. Mais lorsque le conflit américain s'accentue au début du XIXe siècle, Harper's Ferry se révèle être un choix peu judicieux. L'armurerie est rapidement menacée
non pas par les troupes de la Confédération, mais par un abolitionniste. Considéré comme un fanatique par certains, il est devenu un héros pour d'autres. Le 16 octobre 1859, John Brown et 22 de ses partisans descendent du Maryland et prennent les ponts de Harper's Ferry. Leur objectif ? Piller l'armurerie américaine pour armer des esclaves en fuite et fomenter une rébellion. Quand Brown et ses hommes arrivent à Harper's Ferry, ils sont armés et prêts à mourir pour leur cause. Ils pénètrent dans l'armurerie et prennent plusieurs otages, mais rapidement, l'opération tourne mal. Au cours de l'offensive, les hommes de Brown font une erreur fatale. Ils laissent passer un train qui traverse Harper's Ferry. Lorsqu'il atteint Baltimore, les autorités sont alertées. John Brown déplace les otages dans ce bâtiment en briques. Le lendemain matin, dès le lever du soleil, les habitants de la ville et la milice locale ouvrent le feu. « 24 heures après le début du siège, des Marines arrivent de Washington. Sous les ordres du colonel Robert Lee, ils libèrent les otages et capturent Brown et ses hommes. Bilan de l'offensive, 17 morts, dont 10 hommes de Brown, plusieurs habitants et le maire de Harper's Ferry. John Brown est condamné à mort pour trahison. Mais ses prises de position contre l'esclavage durant son procès incitent de nombreux Américains à se rallier à sa cause. C'est un pas de plus vers la guerre de sécession. Dès le début du conflit, des batailles ont lieu dans plusieurs villes de Virginie occidentale, et notamment à Lewisburg. Le 23 mai 1862, une bataille historique se déroule dans ces rues. Lewisburg est sous le contrôle des États de l'Union quand les troupes de la Confédération arrivent pour prendre la ville. Elles lancent une offensive sur le camp ennemi. Pendant 1 heure, 2200 soldats confédérés et 1600 nordistes s'affrontent. Malgré leur infériorité numérique, ces derniers sortent victorieux du combat. Les historiens estiment le bilan à une trentaine de morts du côté des Confédérés, contre 13 dans le camp de l'Union. La guerre de sécession divise le pays en deux et oppose parfois des membres d'une même famille. Dans la petite ville de Weston, sur les rives de la rivière West Fork, se dresse un moulin appelé Jackson's Mill. C'est ici qu'a grandi l'officier américain Thomas Stonewall Jackson. À la mort de son père, il est envoyé chez son oncle avec sa sœur Laura. Les deux enfants sont très proches et une fois adultes, ils s'écrivent souvent. Avant que la Virginie ne fasse sécession, Thomas Jackson rejoint l'armée sudiste de la Confédération. Il dirige les troupes pendant la première bataille de Bull Run en 1861, premier affrontement majeur de la guerre de sécession. Sa sœur Laura se range du côté de l'Union. Elle transforme sa maison de Beverly en hôpital pour soigner les soldats blessés. En mai 1863, Thomas Jackson est blessé par l'un de ses propres hommes et meurt 1 semaine plus tard. Malgré leurs différents partis pris, les habitants du nord-ouest de l'État sont presque tous d'accord sur un point, l'indépendance. La Virginie occidentale voit le jour ici, dans la ville de Wheeling, à la frontière de l'Ohio.
C'est dans ce bâtiment que la construction du nouvel État est rédigée. D'où son nom, Independence Hall. Pendant 2 ans, un comité s'y réunit pour délimiter les frontières du nouvel État et rédiger une constitution qui inclut l'émancipation progressive des esclaves. En mars 1863, les habitants votent à une large majorité en faveur de la nouvelle constitution. Et en avril, le président Abraham Lincoln accorde l'indépendance à la Virginie occidentale. Le 20 juin 1863, le gouverneur fraîchement élu annonce officiellement la naissance du 35e État des États-Unis. C'est au comté partisan de l'indépendance que revient l'honneur de délimiter les frontières du nouvel État, le premier-né d'un référendum. Wheeling, l'ancienne capitale, prospère après la guerre de sécession. Des aciéries ouvrent un peu partout le long de la rivière Ohio. Elle se développe grâce à un produit très utile à la reconstruction d'après-guerre, les clous. Cette industrie fait la réputation et la fortune de la ville. À la fin du 19e siècle, les habitants de Wheeling sont en moyenne les plus riches des États-Unis. Une autre industrie prospère très tôt en Virginie occidentale, celle des cigares. Le plus ancien fabricant des États-Unis ouvre sa première usine en 1840. Il se fait connaître grâce à ses Stogies, plus fins et plus longs que les cigares traditionnels. Ce sont les cigares préférés des conducteurs de chariots bâchés appelés Conestogas, d'où le nom de Stogies. Entre 1807 et 1885, la capitale de l'État change plusieurs fois en raison de tensions politiques. En 1885, Wheeling perd son statut de capitale de l'État au profit d'une ville plus petite située dans le sud, Charleston. À l'époque, elle compte moins de 10 000 habitants contre 50 000 aujourd'hui. C'est la plus peuplée de l'État. Le soleil se couche sur le dôme du Capitole, tapissé de feuilles d'or. Ce n'est pourtant pas l'or qui fait tourner l'économie de la Virginie occidentale, mais une autre ressource naturelle, le charbon. Cette source d'énergie alimente non seulement l'État, mais une grande partie du pays. Quand les lumières de Charleston s'allument, c'est très probablement grâce au charbon extrait dans la région. Il alimente également les foyers, les usines et les aéroports. En 2013, 39% de l'électricité des États-Unis provient encore du charbon. La Virginie occidentale possède la deuxième réserve la plus importante du pays, grâce à une histoire géologique peu commune. Il y a des centaines de millions d'années, la région se situait près de l'équateur et était tapissée de zones marécageuses. Quand la végétation s'est décomposée, elle s'est transformée en une tourbe riche en carbone. Au fil des années, le sable et l'argile l'ont solidifiée sous forme de charbon. Ainsi, quand le continent nord-américain s'est formé, la Virginie occidentale actuelle était striée de veines. Cette énergie fossile est exploitée depuis le 19e siècle. Les gisements sont si importants que 43 comtés sur 55 possèdent des mines en activité. Le secteur est le premier employeur de l'État, avec plus de 20 000 emplois et des salaires qui peuvent dépasser la moyenne régionale. Des milliers d'ouvriers travaillent dans les mines depuis des générations. Mais la plupart des grandes compagnies
exportent leur charbon vers le reste des États-Unis. Les mineurs se battent depuis longtemps pour être justement rémunérés pour leur profession à haut risque. 21 000 ouvriers sont morts dans les mines depuis 1883, sans compter ceux qui ont contracté l'anthracose, une maladie pulmonaire fatale provoquée par l'inhalation de minuscules particules de charbon. Beaucoup d'autres ont été tués dans des accidents impressionnants. L'un d'eux s'est produit ici, dans la petite ville de Monongah. Cette ville, située sur la rivière West Fork, tout près de la frontière avec la Pennsylvanie, a été le théâtre de la pire catastrophe minière de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une mine en activité dans cette vallée. Mais il y a plus de 100 ans, il y en avait tout autour de la ville. Plus d'1 millier d'hommes y travaillaient. Beaucoup étaient venus d'Europe pour faire fortune. Le 6 décembre 1907, une terrible explosion détruit 2 mines. Le coup de grisou est si violent qu'il provoque le déraillement de plusieurs tramways. Des maisons sont même soufflées jusque sur l'autre rive. Quand la fumée se dissipe enfin, le bilan humain est très lourd. Entre 360 et 500 mineurs sont tués dans l'accident. Ils laissent plus d'1 millier d'orphelins. L'été suivant, Monongah pleure encore ses morts. Lors d'une messe donnée dans la petite ville de Fairmont, l'idée d'un hommage aux pères de famille morts à la mine voit le jour. Cette pancarte commémore la toute première fête des pères américaine qui a eu lieu en 1910. En 1972, Richard Nixon en fait une commémoration annuelle officielle. Pendant une grande partie du XXe siècle, presque tout le charbon de la région est extrait dans des mines souterraines. Mais dans les années 1970, une nouvelle technique d'exploitation minière commence à transformer radicalement le paysage. C'est d'autant plus visible du ciel. À première vue, le comté de Mingo ressemble à n'importe quelle autre région boisée des Appalaches. Mais quand le brouillard se dissipe, il dévoile des montagnes littéralement trépanées. Cette technique, appelée déplacement de sommet, consiste à raser le sommet des montagnes pour accéder aux veines de charbon. Cette mine est l'une des plus importantes de Virginie occidentale à pratiquer cette méthode. Il n'y a pas si longtemps, c'était une région sauvage de forêts et de collines. C'est maintenant une immense carrière de 50 km². Quelques machines monstrueuses suffisent à détruire un sommet des Appalaches. Les arbres sont tout d'abord abattus, puis des géologues localisent les veines de charbon. Des trous sont forés dans la roche pour la dynamiter. Des excavatrices déblaient ensuite les tonnes de gravats. Cette mine se sert d'une machine unique en son genre, une excavatrice surnommée Big John. Elle peut transporter 100 tonnes de terre en une seule charge. Big John est en activité depuis 1983. Mais même un engin de cette taille ne peut pas faire le travail tout seul. Car pour extraire une tonne de charbon dans une mine comme celle-ci, il faut déblayer 16 tonnes de terre. L'échelle d'une telle opération prend toute sa mesure vue du ciel.
L'État a accordé des centaines d'autorisations pour ces opérations minières. Mais certains sommets restent protégés. Ainsi, cette montagne a été entièrement retournée à sa base, mais le sommet reste intact. Car il abrite un cimetière militaire datant de la guerre de sécession. C'est l'un des sites les plus anciens de l'État, un symbole historique qui se dresse au cœur d'un paysage ravagé. Une fois les filons mis à nu, le charbon est extrait, traité et envoyé dans les différentes régions du pays. Les mines à ciel ouvert sont moins dangereuses pour les hommes, mais leur impact sur l'environnement est considérable. « 500 montagnes ont déjà été abîmées ou détruites, et avec elles, de nombreux habitats naturels ont disparu. La méthode pose également problème pour les populations alentours. Toute la terre déplacée doit être stockée quelque part. Elle est déversée dans les vallées environnantes. Des milliers de cours d'eau ont ainsi été bouchés et des villages entiers rachetés par les compagnies minières. Mais tous les habitants ne sont pas prêts à vendre. Certains sont même déterminés à tenir tête aux grands exploitants. Cette maison, à Pigeon Roost Hollow, ne devrait plus être là depuis longtemps. Elle appartient à Jimmy Weekly, un mineur à la retraite. Pendant des années, il s'est battu pour conserver ces terres qui appartiennent à sa famille depuis des générations. Presque tous ses voisins sont partis, mais Jimmy Weekly a tenu bon, refusant une offre à 1,5 million d'euros. À force de procès, il est même parvenu à faire cesser toutes les opérations minières dans sa vallée. Weekly, l'irréductible, a déclaré qu'il resterait sur ces terres jusqu'à sa mort. Son histoire incarne les sentiments mitigés des habitants de Virginie occidentale envers ce trésor géologique qui repose sous leurs pieds. Les mines de charbon sont essentielles à l'économie de l'État, mais au prix de nombreuses souffrances humaines et de dégâts irréparables. Les habitants de Virginie occidentale sont très attachés à leur région et à ses petites villes paisibles, comme celle de Fairmont. C'est ici qu'est née Mary Lou Retton, une gymnaste américaine médaillée olympique. Elle quitte l'État en 1982 pour s'entraîner au Texas. Après avoir remporté l'or olympique aux JO de Los Angeles en 1984, elle s'installe à Houston, mais reste fidèle à sa terre natale. Surnommée l'État de la montagne, la Virginie occidentale affiche une histoire et un sol riche, mais surtout une simplicité grandeur nature.